Et je viens là pour me demander comment est-ce qu'on peut faire pour escalader le mur de Planck, c'est-à-dire décrire l'univers d'avant le mur de Planck. Alors, ce que je vais dire là, ce n'est pas la peine de prendre des notes, vous ne serez jamais interrogé là-dessus, mais je vous demande plutôt d'écouter et d'essayer de comprendre. On peut très facilement démontrer, pas très facilement, non, mais on peut démontrer qu'il est impossible d'écrire une théorie de jauge décrivant les 4 interactions dans un espace-temps à 4 dimensions. Les 3 forces qui comptent en physique des particules, les forces nucléaires et la force électromagnétique, sont décrites par des théories de jauge qui sont des théories spéciales en mécanique quantique, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est des théories de jauge. Disons, à chacune des interactions, on associe un groupe de symétrie mathématique et on décline ensuite un formalisme qui permet de trouver le Lagrangien d'interaction de façon univoque. Bon. Si on veut ajouter la gravitation, dans un cadre de ce type, on voit que ça coince. Et donc les gens, en désespoir de cause, se sont dit, peut-être que l'espace-temps n'a pas 4 dimensions. Peut-être qu'il en a plus. Peut-être 10, peut-être 26, il y a quelques nombres magiques qui sont invoqués. Et les dimensions supplémentaires sont des dimensions tellement petites, tellement compactifiées, qu'elles sont invisibles, indétectables. Par exemple, ma chemise a 3 dimensions, et d'accord, mais quand je la repasse, je considère qu'elle n'en a que 2. Je ne repasse pas la tranche. Donc il y a des objets à 3 dimensions que nous percevons ou que nous considérons comme des objets à 2 dimensions. Et donc peut-être que l'espace-temps est beaucoup plus riche topologiquement que ce qu'on croit. Ensuite, avec des arguments que je suis incapable de dire de façon simple, à partir des années 70, à partir de travaux d'ailleurs qui essaient d'unifier la gravitation et l'interaction nucléaire forte, il y a des gens qui, comme Veneziano et quelques autres, qui se sont dit que peut-être les particules élémentaires ne seraient pas ponctuelles, mais seraient des cordes. Avoir des sortes de cordes, c'est-à-dire des objets longiligne, soit avec 2 extrémités, donc une corde, soit sans extrémité, c'est-à-dire une boucle. Bon. Et alors, en physique, on a le droit de faire des hypothèses, faire des calculs à partir des hypothèses et de voir ce qu'elles prédisent. Et donc, ils ont pris comme hypothèse la chose suivante. Ces particules, donc ces cordes en fait, sont des objets qui sont, d'un point de vue cinématique, soumis à la relativité restreinte, donc ils peuvent aller très vite, jusqu'à la vitesse de la lumière, et d'un point de vue dynamique soumis à la physique quantique. Donc en gros, vous dites l'univers est fait d'un espace-temps à n dimensions, dans lequel il y a des cordes soumises à la relativité et à la mécanique quantique. Parlez pas de gravitation, parlez pas de force particulière. Vous dites simplement à quel type de cinématique et de dynamique obéissent ces objets. Bon, les gens regardent et voient un truc incroyable. Ils voient que si on fait cette hypothèse, on arrive, à partir de principes qui ne la contiennent pas, à prédire la gravitation. Et la gravitation devient une conséquence des principes alors qu'elle n'était pas mise dans les principes. Quand vous avez appris la gravitation, on vous a dit il y a de la gravitation. Et on l'a décrit ensuite par une théorie, celle de Newton. On part du principe qu'elle existe pour ensuite la décrire. Mais là, non, on ne part pas du principe qu'elle existe, mais on la découvre comme conséquence des principes. C'est-à-dire que les équations de la théorie des cordes engendrent, à une certaine échelle, les équations d'Einstein. Ça fait quand même drôle. Et pire que ça, enfin mieux que ça, elles engendrent les équations de la théorie quantique des champs, qui décrit les 3 interactions supplémentaires. Autrement dit, vous avez trouvé un cadre théorique d'où vous pouvez déduire les théories physiques qui sont opératoires dans les laboratoires. La relativité pour ceux qui font de la gravitation,
les théories quantiques pour ceux qui font de la physique des particules. Et donc vous avez l'idée qu'en amont, vous avez une théorie synthétique qui décrit les cas de force. Et dans les années 90, beaucoup de gens ont clamé que la théorie des cordes, c'est la théorie du tout. Il y a un livre de Green, par exemple, qui s'appelle L'univers élégant, dans lequel il a un tel enthousiasme pour la théorie qu'il pense que l'histoire est finie. Bon, après, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'était ça l'idée. Et on a appelé ça la théorie des supercordes parce qu'on lui a associé une hypothèse supplémentaire qu'on appelle la supersymétrie. Peu importe, c'est ça l'origine du mot super. Bon, c'est une théorie qui est mathématiquement très difficile, même si elle part de principes très simples. Mais d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue des objets qu'elle considère comme réels, elle est ultra simple. Parce que dans le modèle standard de la physique des particules, dont je n'ai pas parlé, vous avez des particules élémentaires, 6 quarks, vous avez des leptons, les électrons, les neutrinos, etc. Vous avez des particules qui médiatisent les forces. Bref, au total, vous avez une vingtaine de particules élémentaires. Donc d'un point de vue diversité du mobilier ontologique, c'est assez grand. Par contre, les mathématiques du modèle standard, c'est de la physique quantique ordinaire, c'est assez simple. Donc ontologiquement, c'est riche. Mathématiquement, c'est pas trop dur. Je pense que n'importe quel ingénieur peut comprendre le modèle standard avec un peu de travail et d'habitude. La théorie des cordes, c'est l'inverse. Ontologiquement, c'est ultra simple. On vous dit, il n'y a qu'une seule sorte de particule, c'est une corde, qui vibre comme la corde d'un violon, et les différentes harmoniques correspondent aux différentes particules qu'on connaît. Donc il y a un mode de vibration qui donne l'électron, un mode de vibration qui donne le quark U, un mode de vibration qui donne le top, un autre qui donne le neutrino, etc. Donc toutes les particules connues sont des modes de vibration de la même corde. Et puis il y a d'autres particules, d'autres modes à des fréquences plus élevées, donc à des énergies plus élevées, qui existent mais qu'on ne voit pas parce qu'on n'a jamais eu les conditions expérimentales permettant de les voir. On n'a pas assez d'énergie dans nos expériences pour les voir, mais elles existent. Donc c'est très simple. Et en plus, il y a des trucs un peu compliqués. Par exemple, les fermions, les particules de matière, sont condamnées à rester dans un espace-temps à 4 dimensions. Alors que les particules qui sont... Alors les particules de matière sont des cordes ouvertes avec 2 extrémités, et ces particules-là sont condamnées à rester dans l'espace-temps à 4 dimensions où nous sommes. Par contre, les particules qui correspondent à des cordes fermées, des boucles, elles peuvent aller où elles veulent, dans les n dimensions d'espace-temps. C'est le cas notamment du graviton, qui est la particule qui médiatise la gravitation, ce qui explique pourquoi la gravitation est si faible. C'est une théorie qui explique la faiblesse de la gravitation dans notre espace-temps, c'est parce que la gravitation, elle se disperse dans des dimensions supplémentaires auxquelles on n'a pas accès. Donc dans nos dimensions, elle est faible, parce qu'en fait, son intensité est abaissée par le fait qu'on a une vision simplement partielle des effets qu'elle produit. Bon. Alors, cette théorie des cordes, aujourd'hui, elle est très discutée. Elle aboutit à la théorie des multivers, dont je parlerai peut-être un peu. Mais la question qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qu'elle dit de l'univers primordial? Il se trouve qu'il y a beaucoup de physiciens qui ont travaillé là-dessus, notamment un Italien qui s'appelle Veneziano, qui est professeur au Collège de France, et qui a fait des modèles correspondant à des simplifications de la théorie des cordes, parce que quand on essaie de faire le calcul exact, dans l'univers primordial, la densité de particules de cordes est tellement élevée que les calculs sont impossibles. Et donc la théorie des cordes appliquée à l'univers primordial nous place dans des situations où les calculs deviennent impossibles. Et donc il fait des simplifications en négligeant des termes qu'il pense négligeables et en regardant ce que ça donne. Et ce qu'il voit, et ça c'est en fait indépendant des approximations qu'il fait, c'est une propriété générale, il voit que si la théorie des cordes est juste, alors la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. Finie, ça veut dire non infinie. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers n'a pas pu excéder une certaine valeur, qui est très grande, calculable, mais pas infinie. Okay ?
Et vous voyez qu'il suffit que je dise cela pour que vous pressentiez que l'instant zéro, Big Bang, auquel on associe une température infinie, passe à ça le quart d'heure. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous appliquez la théorie des cordes à l'univers primordial? Que devient le Big Bang dans cette affaire? Ben, ça donne exactement ce tableau qui est à gauche. À gauche, vous avez le Big Bang classique, la singularité, l'expansion, l'inflation, etc. Et à droite, vous avez le Big Bang tel qu'il apparaît dans les applications de la théorie des cordes à l'univers primordial. Et ce que vous voyez, c'est que apparaît en miroir de notre univers un autre univers qui l'a précédé, dans lequel la plupart des grandeurs, au lieu de se raccourcir, d'augmenter, raccourcissent. Donc l'univers d'avant se contracte, sa température augmente, jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes. Une fois qu'elle l'a atteinte, et c'est avant que la taille soit nulle, elle ne peut pas se contracter davantage puisque ça augmenterait sa température. Et donc l'univers rebondit et devient l'univers en expansion que nous connaissons. Bon, il y a évidemment différentes versions, mais vous voyez que dans cette théorie, le Big Bang n'est plus une singularité, c'est une transition de phase. Donc ce qu'on appelle le Big Bang devient une transition entre l'univers d'avant et l'univers actuel. Mais en fait, c'est le même univers qui est passé par une sorte de pont. Et vous voyez bien que si vous croyez à ce modèle, la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang n'est pas une question métaphysique, c'est une question de physique. Bon. Alors évidemment, cette conclusion à laquelle j'arrive ne vaut que si la théorie des cordes est juste. Ce que nous ne savons pas. On ne sait pas. Elle prédit les théories qui sont justes, mais elle fait des prédictions à très haute énergie qu'on n'a jamais pu tester. Donc on ne sait pas si c'est la bonne théorie, d'autant plus que quand on met l'inflation cosmique à l'intérieur, elle prolifère en 10 puissance 500 versions de la théorie, ce qu'on appelle les multivers, ce qui pose des tas de problèmes d'interprétation. Mais en tout cas, on a là une conclusion assez différente de la conclusion qu'on pouvait tirer dans les années 50. La plupart des physiciens qui travaillent sur les théories de grande unification s'intéressent à la théorie des cordes, mais pas tous. Par exemple, il y a des physiciens comme HTK, Lys-Moline et d'autres qui ont remarqué un truc dans les années 70. Ils ont remarqué que le théorème que j'ai cité tout à l'heure, selon lequel on ne peut pas écrire une théorie de jauge décrivant les 4 interactions dans un espace-temps à 4 dimensions, ce théorème n'est vrai que si l'espace et le temps de l'espace-temps sont lisses et continus, comme ils le sont en relativité générale, comme ils le sont en physique quantique, etc. Mais ils se sont dit, mais pourquoi ne pas imaginer un espace-temps granulaire? Granulaire ou formé de boucles, enfin, etc. Et ils ont développé une théorie qu'on appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. L'idée de base est la suivante. Si vous prenez un volume dans l'espace-temps, cette théorie dit que ce volume est nécessairement un multiple entier d'un volume élémentaire qu'on pourrait appeler un atome d'espace-temps, dont la taille est reliée à la constante de Planck. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire tendre vers zéro la taille d'un volume. Il y a des volumes élémentaires irréductibles. Et cette théorie prétend être une théorie quantique de la gravitation. Ce n'est pas une théorie de grande unification, parce qu'elle ne décrit pas les autres forces. Mais l'idée, ou enfin l'espoir qu'ils ont, c'est qu'ayant quantifié la gravitation, ils trouveront un cadre théorique qui leur permettra d'insérer les autres forces. Donc c'est une étape importante. Et la question c'est, que devient l'univers primordial dans cette théorie, qui s'appuie sur des principes complètement différents de la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est 10 dimensions d'espace-temps. L'espace-temps est substantiel, c'est un espace-temps de Minkowski avec une métrique classique, pas de courbure. Alors que l'espace-temps de la gravité quantique à boucle, c'est un espace-temps issu de la relativité générale, courbé, dynamique, souple, qu'on a quantifié.
Donc ce n'est pas du tout les mêmes hypothèses, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous appliquez la théorie de la gravité quantique à boucle à la description de l'univers primordial, vous avez la même chose. C'est-à-dire ce qu'on appelle un univers en rebond. Le mécanisme est à peu près le même. L'univers se contracte. Et puis, l'énergie que vous arrivez à mettre dans un petit volume ne peut pas être infinie, pour les raisons que je viens de dire. Et donc, avant que la taille de l'univers devienne très petite, la gravitation devient une force répulsive. Et étant répulsive, elle aboutit à un phénomène de rebond analogue à celui qu'on a vu pour la théorie des cordes. En fait, prenez l'image d'une éponge. Vous avez une éponge, vous mettez de l'eau dedans, ça va bien, l'éponge absorbe l'eau. Une fois qu'elle est saturée, c'est l'inverse qui se passe. Si vous essayez de mettre de l'eau dans une éponge saturée, il va y avoir de répulsion, et l'eau va sortir. Là, c'est la même chose. Si vous voulez mettre trop d'énergie dans un petit volume d'espace-temps, la gravitation devient répulsive et ça va provoquer une extraction de l'énergie. Et du coup, selon que vous preniez la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, vous aboutissez dans les deux cas au fait que le Big Bang n'est plus interprétable comme une singularité et que la singularité disparaît de l'endroit où elle était dans les modèles naïfs.